Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons une personnalité qui préside aux destinées de l'une des plus importantes institutions du continent africain, le Parlement panafricain, institution un peu mal connue tout de même, mais qui à terme devrait jouer un rôle législatif sur l'Afrique et sur les Africains. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis sa création? Comment le Parlement panafricain peut contribuer au règlement des problèmes qui minent l'Afrique aujourd'hui? Autant de questions que nous avons posées à son président, M. Roger Nkodo-Danga, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Depuis 2015, vous présidez aux destinées du Parlement panafricain. Quel bilan pouvez-vous faire de vos actions? Je prends le Parlement panafricain à un moment où il était complètement en perte de vitesse. Et je me suis assigné pour mission la visibilité de ce Parlement. Parce que depuis longtemps, depuis sa mise en place, on en parlait de moins en moins. Et aujourd'hui, nous avons mené des missions, que ce soit au niveau continental ou au niveau international, pour mieux faire connaître cet organe de l'Union africaine qui est appelé à légiférer pour le compte de tout le continent africain. Nous nous sommes rendus aux États-Unis où nous avons mené une mission avec grand succès, c'est-à-dire nous avons contribué à la levée des sanctions sur le Soudan, mais également nos relations avec les partenaires internationaux tels que l'Union européenne, le Parlement français, sont au beau fixe. Alors le Parlement panafricain aujourd'hui joue un rôle consultatif auprès de l'Union africaine, mais beaucoup d'Africains se posent des questions. Quelles sont ses réelles attributions en fait? Quand le Parlement avait été mis en place, on lui avait assigné un mandat consultatif facultatif. Mais de plus en plus, les prérogatives, la montée en puissance du Parlement panafricain fait aujourd'hui que nous nous imposons comme un organe qui concourt à la démocratisation du continent à travers les missions d'observation des élections dans divers pays, mais également à travers la construction de l'état de droit. En 2014, les chefs d'État ont adopté ce qu'on peut appeler aujourd'hui le protocole de Malabo, qui doit conférer réellement un rôle législatif à ce Parlement. Mais après cela, on devrait passer à l'étape de ratification de ce protocole, mais apparemment, les chefs d'État ne sont pas trop pressés à le faire. Hein. Je ne peux pas dire que les chefs d'État ne veulent pas le faire, parce qu'en réalité, comme vous venez de le souligner, c'est à la conférence de Malabo que la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, que le protocole a été amendé. Et d'ailleurs, c'est moi qui avais présenté ce protocole aux chefs d'État. Ils l'ont amendé, mais le processus maintenant, c'est le processus de ratification. Effectivement, vous avez raison, on connaît du retard dans ce processus parce que 3 ans plus tard, il n'y a que 15 pays qui ont signé et 5 ont ratifié. Les mêmes 5 ont déposé les instruments de ratification. Or, il nous faut 28 signatures pour que le protocole rentre en vigueur. Chaque pays a sa méthode, a ses moyens, a sa manière de ratifier ou de signer les instruments juridiques. Dans certains pays, l'Assemblée adopte d'abord et puis le président signe. Dans d'autres, le président signe, ça va à l'Assemblée et ça revient à l'exécutif pour que ça puisse signer. Vous êtes un peu trop gentil avec les dirigeants, parce que pour certaines ratifications qui vont dans un certain sens, où le souhaitent, on voit l'empressement qui caractérise cela. Parce que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, qu'on en soit à ce gap-là, je crois que non, il n'y a pas de volonté politique, n'ayons pas peur des mots. L'accord de Paris a été ratifié très vite, une fois adopté en 2015. En 2016, la quasi-totalité des pays africains. C'est ça le reflet d'une vraie volonté politique. Ce que je crois savoir, c'est qu'il faut aussi tenir en compte un facteur très important. Nous nous situons dans la construction des États-Unis d'Afrique. Et le retard qui est causé aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas mis en place le gouvernement d'union qui était attendu après la mise en place de l'Union africaine. Analysons la question autrement, parce que dès que cela est ratifié, le protocole est ratifié, c'est que ça confère beaucoup plus de pouvoir au Parlement panafricain. Mais dans le même temps, il faut noter quand même que les États perdent un peu de leur souveraineté. Depuis ma prise de fonction en 2015, j'ai rencontré près de 40 chefs d'État. Et la même question revient. Mais dans ces 40 chefs d'État, il y a ceux qui expriment la volonté que le Parlement puisse avancer. Vous avez vous-même suivi les discours des présidents Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Peter Arthur Mutharika du Malawi, qui disent que l'Afrique a besoin de ce Parlement. Tout le monde est unanime là-dessus. On ne doute pas dessus, oui. Mais je crois qu'il y a quelques craintes qui sont injustifiées et que je n'arrive pas à dissiper. Si vous voyez l'acte constitutif, l'article 8 est clair.
le Parlement va légiférer sur les sujets domaines qui relèveraient de la conférence des chefs d'État. Il y a un grand danger qui vous guette, c'est ce qui est arrivé à l'intégration dans nos pays et dans les sous-régions. Parce qu'on parle de libre circulation des personnes et des biens. Ça fait depuis longtemps qu'on prône cela, mais dans nos sous-régions aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas encore une réalité, une vraie? Dans les sous-régions, il n'y a pas de réalité. Nous devons travailler avec les communautés économiques régionales. L'intégration n'est pas encore une réalité. Voilà. Maintenant, notre mandat à nous, c'est de faire l'intégration continentale. C'est pour cette raison qu'on envisage organiser une conférence continentale pour voir dans quelle sous-région il y a eu des avancées. Vous pensez qu'on peut réussir l'intégration à l'étape régionale et sans la réussir à l'étape sous-régionale, si un citoyen camerounais ne peut pas aller facilement en Guinée équatoriale, vous pensez qu'on peut réussir l'intégration à l'échelle? Je crois que le problème qui se posait aujourd'hui, la sous-région qui causait le plus de problèmes, c'était l'Afrique centrale, la CEMAC. Mais lors de la dernière conférence des chefs d'État à Malabo, je crois que ce problème est en train de trouver des solutions, puisque les chefs d'État de la Guinée équatoriale et du Gabon ont exprimé leur volonté de faire de leur pays où il faut entrer sans plus compter de visa. Donc, on attend de voir. J'espère qu'effectivement, comme vous avez dit, qu'il y a une avancée. Je suis optimiste quant à l'avenir de l'Afrique. Notre Afrique que vous voyez là a besoin de s'unir. L'Afrique des États doit finir. Il faut l'Afrique des peuples. Et c'est pour ça que le Parlement doit jouer un grand rôle. Le rassemblement ou l'approche de rassembler les peuples africains est une bonne approche pour l'intégration. On est parti de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine. Lorsqu'on mettait l'organisation de l'unité africaine en place, il y avait deux tendances, les progressistes et les modérés. Lorsque l'UA a été mis en place, il y a eu toujours ces mêmes tendances. Mais je voudrais appeler ici à nos dirigeants que cet effort d'unification du continent est très important, surtout en matière de combat de l'heure. Mais il y a un certain nombre d'incongruités quand même qui se notent et j'allais vous demander quel est votre avis là-dessus parce que les organes qui font la promotion de l'intégration de l'Afrique tablent sur un certain nombre de choses, l'indépendance, la souveraineté. Mais tout le monde est d'accord qu'il faut être souverain, qu'il faut être indépendant, mais on constate quand même que financièrement, on reste complètement dépendant. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un paradoxe là? Nous nous situons effectivement dans un paradoxe. Parce que si vous voyez bien où le problème de souveraineté vient plus souvent, c'est lorsqu'on est en face des organisations qui voudraient amener l'intégration. Chaque pays se rebiffe sous le pseudo-prétexte de la souveraineté des États. La souveraineté ne doit pas bloquer le processus d'intégration du continent. Parce que si la libre circulation des personnes et des biens devenait une réalité, pourquoi ça traîne également? Je peux vous assurer, c'est parce qu'on a commencé par l'intégration des États. On aurait pu commencer par les infrastructures de base. Vous ne pouvez pas partir du Cameroun au Nigeria dans une route acceptable. Vous ne pouvez pas partir de Cotonou à Lomé. Or, il fallait d'abord ces infrastructures de base avec des grands trains qui relient les capitales de chaque pays. Et vous-même, vous savez, le gros problème du continent africain, c'est le transport aérien. Pour revenir encore à cette question de financement de l'Union africaine et de ses démembrements, est-ce que vous pensez que c'est les États qui manquent cruellement de moyens à ce point? Parce que certains États n'arrivent même pas à payer leurs cotisations, ne sont pas à jour. Est-ce que là, tout au moins, on ne peut pas parler de manque de volonté politique? Maintenant, on a trouvé un mécanisme pour financer l'Union africaine. Lequel? C'est de prendre 1%, 2 ou 2% des recettes douanières. Mais là aussi, il y a un problème qui s'était posé pour les pays insulaires et ce qu'on peut appeler les petits pays qui ne vivent que des taxes douanières. Mais je crois qu'il y a un problème de fond. Où on veut avancer, où on reste là où on est, chaque État se bat seul. Mais cela n'est pas accepté de tout le monde, n'est pas seul. Selon le comportement d'un certain nombre d'États et de leurs dirigeants, j'ai comme l'impression qu'ils pensent le contraire. Hein? Je peux vous citer deux exemples simples. Lorsqu'il y a eu le problème du Mali, le terrorisme au Sahel, pendant longtemps, on a cru que c'était un problème du Mali. Mais maintenant, quand ça a débordé le cadre du Mali, il a fallu une mutualisation des forces. Il est bien vrai, tu me diras que l'opération Barkhane est venue et tout, mais il a fallu d'abord une mutualisation des forces autour des pays du Sahel pour aller contre cet ennemi commun. Le Mali seul ne pouvait rien faire. L'affaire de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, vous l'avez bien suivi. Boko Haram, le Nigeria a commencé à se battre avec Boko Haram. Mais Boko Haram n'est pas resté seulement au Nigeria.
il a traversé, il est venu au Cameroun, mais il a fallu une mutualisation des forces entre tous les pays du bassin du lac Tchad pour repousser fortement Boko Haram. Nous avons parlé de la mobilité et je disais, un citoyen de l'Afrique centrale aujourd'hui, il peut aller dans certains pays sans visa, Oui. mais dans d'autres, non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces États dans lesquels on ne peut pas aller facilement pensent qu'ils peuvent s'autosuffire et vivre en vase clos? Je crois qu'au départ, c'était l'idée, mais la réalité est là aujourd'hui. Vous savez, la plupart des États de l'Afrique centrale vivaient des rentes pétrolières. Depuis la chute du baril du pétrole, même dans ces propres États, il y a des crises internes, des crises financières graves, mais qui fait qu'on a besoin toujours, en fait, même si vous produisez de l'argent, mais s'il n'y a pas de consommateurs, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut peut-être saluer la crise par rapport à la chute du baril de pétrole? Je ne peux C'est pas un mal dire. pour un bien. J'ai dit, cette crise a peut-être aussi amené une prise de conscience de la part des dirigeants. Le problème aujourd'hui, c'est de s'accepter comme Africains. La 4e session ordinaire du Parlement panafricain s'est tenue du 8 au 19 mai à Johannesburg. Le thème était « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant sur la jeunesse ». Alors la jeunesse, qu'est-ce que le Parlement peut faire pour contribuer à l'éclosion de cette jeunesse-là qui en demande beaucoup aujourd'hui sur le continent? Vous allez répondre, mais avant, nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.